Alors bonjour à tous, dans la petite vidéo court qui suit, nous allons jeter un coup d'œil en fait au concept là, des potentiels postsynaptiques inhibiteurs et excitateurs, le concept là, qui est un peu complexe mais qui est quand même assez important à comprendre dans le contexte souvent de la pharmacologie. Donc avant de commencer, nous allons un peu juste rappeler là, que évidemment les neurones peuvent communiquer entre eux. Le message électrique circule dans un neurone via un peu comme je viens de mentionner, via de l'électricité et éventuellement sur le deuxième neurone, dans le neurone post-synaptique, ce message pourra continuer également sous forme d'électricité. Par contre, il faut qu'il y ait une certaine traduction de ce message-là avant qu'il puisse devenir électrique. Donc, il faut que le message puisse se traduire d'un message électrique à un message chimique via les neurotransmetteurs, pour redevenir un message électrique au niveau du neurone post-synaptique. Alors, en temps normal, nous avons un premier neurone présynaptique, un deuxième neurone post-synaptique et bien sûr la fente synaptique qui est ici. Alors, pour que le neurone présynaptique puisse envoyer son message au neurone post-synaptique, il doit libérer les neurotransmetteurs qui sont retrouvés dans les vésicules ici. Donc, à partir du moment où les flux nerveux arrivent, le calcium là, entre, les canaux calcium s'ouvrent, le calcium entre dans le neurone présynaptique et ceci engendre la fusion des vésicules avec la membrane, donc la libération des neurotransmetteurs. Et là, les neurotransmetteurs, évidemment, vont avoir différentes fonctions selon un peu le neurotransmetteur, mais surtout selon en fait le récepteur sur lequel il vient se fixer. Donc, comme on le voit ici, là, le neurotransmetteur va venir se fixer sur un récepteur. Et ce récepteur-là va s'ouvrir. Et là, il y a différentes choses qui vont se passer, justement, dépendamment de quel est ce récepteur-là. Et c'est un peu, finalement, la nature du récepteur qui va déterminer de est-ce que c'est vraiment un influx qui pourrait être dit excitateur ou plutôt un influx qui est inhibiteur. Parce que là, évidemment, la situation qu'on voit ici est assez simplifiée. On a seulement un neurone qui parle avec un deuxième neurone, mais dans la situation réelle, c'est beaucoup plus complexe. Il y a plusieurs neurones qui vont parler avec un même neurone post-synaptique. Et c'est souvent l'addition, on pourrait dire, de l'effet des différents neurotransmetteurs qui va déterminer si c'est réellement une excitation qui va se faire ou une inhibition. Donc, on voit un petit peu mieux ici la complexité qui est un peu plus, disons, qui ressemble un peu plus à la réalité. Donc, on voit là on n'a plus un neurone présynaptique, mais plutôt 3 neurones présynaptiques qui envoient des neurotransmetteurs sur un neurone post-synaptique. Alors là, ici, j'attire votre attention justement sur les neurotransmetteurs. Ici, vous voyez, on les qualifie de neurotransmetteurs excitateurs. Alors, pourquoi on les qualifie de neurotransmetteurs excitateurs? C'est parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ouvrir des canaux, mais là, à ce moment-là, des canaux à sodium. Et je vous rappelle que lorsqu'on regarde l'ion sodium, le cation Na+, c'est l'ion qui est le plus concentré au niveau du milieu extracellulaire. Ça reste vrai pour toutes les cellules. Donc, étant donné qu'il est très concentré dans le milieu extracellulaire et qu'il y en a moins dans le milieu intracellulaire, bien évidemment, si on ouvre des canaux à sodium, on va se trouver à rentrer du sodium à l'intérieur. Alors, il ne faut pas perdre de vue qu'un neurone au repos, évidemment, ça a un certain voltage à l'intérieur. On disait que le potentiel de membrane est environ à moins 70 millivolts. Donc, étant donné qu'au repos, un neurone, ça a moins 70 millivolts de voltage, eh bien, évidemment, si on rentre du sodium à l'intérieur, le sodium a une charge positive, mais là, on pourrait s'attendre à ce que le voltage devienne de moins en moins négatif puisqu'on rentre une charge positive. Et évidemment, si on rentre quelques ions sodium, eh bien, il va y avoir une légère augmentation du voltage. Donc, on va s'en aller un petit peu plus vers le positif. Et bien évidemment, si on ne fait que rentrer quelques ions parce qu'il y a uniquement quelques neurotransmetteurs qui se sont fixés, ça risque de faire juste on pourrait dire un petit bump électrique comme ça. Et c'est ce qu'on va appeler un potentiel postsynaptique excitateur, dans ce sens qu'on s'en allait vers l'excitation. Alors, qu'est-ce qui va déterminer s'il y a quelque chose qui se passe ou non? Eh bien, en fait, c'est la quantité de neurotransmetteurs et par le fait même la quantité de récepteurs qui vont s'ouvrir, qui va déterminer s'il y a vraiment une stimulation qui va se faire. Alors, si on prend l'exemple extrême, là, qu'il y aurait juste un neurotransmetteur qui se fixerait sur un canal, puis qu'il y a seulement un ion sodium qui rentre, bien évidemment, ça ne changerait rien. Il y aurait peut-être une très, très, très légère modification du voltage, mais ce ne serait pas assez pour se rendre à ce qu'on avait déjà parlé là, du fameux seuil d'excitation. Donc, le seuil d'excitation, c'est le niveau que le voltage doit atteindre pour que réellement il y ait un potentiel d'action qui puisse démarrer pour se rendre jusqu'à plus 30 millivolts. Alors, dans l'exemple que je viens de vous donner, évidemment, si on ne monte pas jusqu'à moins 55, on n'aura pas dans le fond, on a d'influx nerveux qui va être démarré dans le neurone post-synaptique. Puis c'est un peu en fait ce qu'on illustre ici aussi. On démontre là, qu'il y a quelques neurones qui libèrent quelques neurotransmetteurs. On ouvre quelques canaux à sodium qui font rentrer le sodium, mais ce n'est pas suffisant. Oui, ça fait une certaine dépolarisation, mais ce n'est pas suffisant pour atteindre le seuil d'excitation. Mais c'est quand même ce qu'on appelle un potentiel postsynaptique excitateur. Évidemment, si on avait eu plus de neurones qui avaient parlé aux neurones, ou à la limite des neurones qui parlent à une plus haute fréquence, en ce sens qu'ils pourraient envoyer beaucoup de neurotransmetteurs
très rapidement dans le temps, là, on va parler de sommation temporelle, et bien à ce moment-là, ça aurait pu être suffisant pour atteindre le seuil d'excitation. Donc ça, c'est le concept du potentiel postsynaptique excitateur. On pourrait voir ça comme par exemple, là, ici, le neurotransmetteur là, qui n'est pas identifié. On pourrait parler de l'acétylcholine. Maintenant, si on regarde la situation inverse, les potentiels postsynaptiques inhibiteurs. Parce que là, comme on l'a mentionné, lorsque le neurotransmetteur vient se fixer sur le récepteur, bien, ultimement, c'est la nature du récepteur qui va déterminer qu'est-ce qui va se passer. Alors, dans la diapo précédente, je vous parlais de l'acétylcholine, mais là, si on regarde plutôt l'hypothèse que ici, ce serait du GABA, le neurotransmetteur GABA. Alors, le neurotransmetteur GABA, c'est reconnu comme un neurotransmetteur qui est vraiment inhibiteur au niveau du système nerveux. Alors, à ce moment-là, pourquoi on parle d'inhibition? Bien, on peut rapidement découvrir pourquoi on parle de ça quand on regarde le récepteur sur lequel ce neurotransmetteur-là va se fixer. Donc, vous voyez que le neurotransmetteur vient se fixer sur un récepteur, mais à ce moment-là, un récepteur, un canal chlore, on pourrait dire. Et là, le canal chlore, ce qu'il va faire, en fait, évidemment, c'est qu'il va permettre au chlore de passer. Et bon, c'est peut-être pas précisé de façon très claire sur cette figure-là, mais il faut savoir que, bon, il y a plus d'ions chlore à l'extérieur de la cellule qu'à l'intérieur de la cellule. Mais là, contrairement à notre sodium de tantôt, l'ion chlore, il possède une charge négative. Donc, encore une fois, si vous ouvrez une porte pour faire circuler un ion chlore et qu'il est plus concentré ici qu'ici, bien évidemment, quand la porte va ouvrir, quand le canal va s'ouvrir, le chlore va avoir tendance à entrer dans le neurone. Et là, on l'a dit tout à l'heure, le neurone au repos, il y a toujours un voltage qui est à moins 70 mV. Sauf que là, dans cette situation-là, ce sont des ions chlore qu'on rentre, donc des ions avec une charge négative. Alors évidemment, si on rentre des ions chlore, bien là, le voltage ne va non pas aller vers le positif, mais il va aller vers le négatif, ce qu'on va appeler un potentiel postsynaptique inhibiteur. Alors évidemment, il faut comprendre que ça, un potentiel postsynaptique inhibiteur, ça nous éloigne éventuellement d'un potentiel d'action, puisque pour déclencher le potentiel d'action, il faut se rendre au seuil d'excitation. Donc si on ne se rend pas au seuil d'excitation, pas de potentiel d'action. Alors si mon neurotransmetteur, comme on disait, qui est ici, là, qui serait du GABA, finalement, si notre GABA engendre une entrée de chlore qui fait que le voltage s'éloigne du seuil d'excitation, eh bien, ce que ça va faire, c'est que ça va faire une inhibition de ce neurone-là. Alors, si j'imagine là, que j'ai 3 neurones comme ça qui envoient du GABA, qui inhibent ce neurone-là, et puis j'avais un autre neurone qui n'est pas dessiné ici, mais qui aurait tendance à stimuler ce neurone-là, bien, probablement que l'effet stimulant du neurone qui n'est pas dessiné ici, probablement qu'il n'apparaîtrait jamais, en ce sens qu'il y aurait trop d'inhibition qui se ferait par ces neurotransmetteurs-là. Donc, il faut toujours, quand on analyse l'activité neuronale, l'activité nerveuse des neurones, il faut toujours garder en tête que quand un neurone 1 parle à un neurone 2, ce n'est pas toujours pour l'exciter. Très, très, très souvent dans le système nerveux, c'est au contraire pour l'inhiber. Parce qu'on ne veut pas que, par exemple, un message de douleur passe, parce qu'on veut inhiber, exemple, une contraction au niveau musculaire, parce que c'est normal de le faire. Donc, il y a différentes situations, on veut pouvoir créer cette inhibition-là. Et comme on vient de le démontrer, avec un neurotransmetteur qui permet non pas de faire une dépolarisation, mais plutôt de faire une hyperpolarisation, eh bien à ce moment-là, on s'éloigne de notre seuil d'excitation et donc on s'éloigne éventuellement d'une stimulation du neurone. Donc à ce titre, le potentiel postsynaptique inhibiteur, c'est un message électrique qui a tendance à réduire la capacité du neurone à transmettre son courant électrique. Alors, ceci met fin à notre vidéo cours.